Bel après-midi, merci d'être avec nous à Montaigu. C'est la 36e édition du Printemps du Livre de Montaigu. Bel événement, plus de 150 auteurs réunis ici, tous styles, tous genres, toutes générations confondues. Et puis l'occasion surtout de passer des moments privilégiés avec tous ceux qui font l'actualité du livre, en vous rappelant que cette année, cette nouvelle édition du Printemps du Livre de Montaigu est placée sous la présidence de Didier Decoing de l'Académie Goncourt. Notre invité en ce samedi après-midi, Patrice Duhamel. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de cette actualité aux éditions de l'Observatoire, Le Crépuscule des dieux. Le choix de la couverture est bien pensé, hein, avec ces 4 visages de nos chefs d'État un peu dans le brouillard. Ils ne sont plus là, mais ils sont encore un peu présents. Vous allez nous les raconter. Je me permets simplement de rappeler votre parcours que chacun connaît. Journaliste, bien sûr. Vous avez été notamment directeur de France Télévisions. Vous avez également collaboré pour Le Figaro Magazine aussi. Et puis, aujourd'hui, vous revenez aussi en librairie avec des titres régulièrement. Et Le Crépuscule des dieux. Derrière ce titre, il y a l'envie de nous raconter nos chefs d'État et surtout nos chefs d'État quand ils vacillent, lorsque la maladie approche et lorsque peut-être certains dans leur entourage essayent de masquer une certaine vérité. Comment est né ce livre ? Pour 2 raisons. D'abord, j'ai toujours été très frappé par le fait on en est aujourd'hui au 8e président de la République. Et il y en a 4 sur les 8 qui ont été plus ou moins gravement malades dans l'exercice de leurs fonctions. En l'occurrence, 3 très malades et susceptibles de disparaître à tout moment. Et le 4e, Jacques Chirac, j'y reviendrai peut-être si on a le temps, un peu en pente douce dans les 2 dernières années après son AVC. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je les ai tous connus, sauf De Gaulle. Vous les avez côtoyés dans le cadre de votre plus profession ? Plus ou moins bien, mais tous personnellement et certains très bien. Et que s'agissant de Georges Pompidou, pour lequel il y a dans ce livre des révélations historiques qui sont totalement nouvelles, j'expliquerai dans quelles conditions, parce que j'ai été témoin lors d'une grande manifestation au milieu d'une crise monétaire au début des années 70, en 73, où Pompidou, président de la République depuis 4 ans, est allé rencontrer le président des États-Unis, Richard Nixon, en Islande, entre la France et les États-Unis, terrain neutre. Et là, les Français qui n'avaient pas vu leur président depuis plusieurs semaines et même depuis 2 ou 3 mois ont découvert un homme, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, sinon les archives sont assez claires, complètement, quasiment défiguré, boursouflé. Les stupéfaits se sont dit « qu'est-ce qui se passe ?» Et il est mort 10 mois plus tard. Et moi, j'étais là-bas. Et j'étais un jeune journaliste de l'ORTF. On m'a fait revenir au pied de l'avion, on était une centaine de journalistes français et américains. C'était un grand événement politique, parce que la crise monétaire et pétrolière était très, très intense et très grave. Et j'avais à côté de moi un journaliste que je connaissais qui était d'une chaîne américaine et qui, en voyant Pompidou, m'a dit « mais votre président est mourant ?» Je lui ai dit non, la thèse officielle c'était qu'il avait la grippe, donc j'ai dit non, il n'est pas mourant, il est fatigué, il a la grippe, enfin bon voilà. Et puis 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de Paris où on m'a dit vous rentrez immédiatement, vous avez un mystère 20 du gouvernement qui vous rapatrie à Paris, vous allez au siège de l'ORTF et on vous expliquera pourquoi on vous fait venir. Donc je fais ça, on me fait venir. Je raconte ça dans le premier chapitre de la séquence sur Pompidou, qui est la séquence la plus importante du livre et la plus inédite surtout. Et là, on me dit, et j'étais vraiment un junior, on me dit, est-ce que vous savez garder un secret d'État ? Bon, jamais on m'avait posé la question. J'ai bafouillé un oui, à mon avis, un peu gêné. Et on m'a dit, voilà, nous avons un ordre de l'Élysée. C'était la télévision d'État à ce moment-là, plus que la télévision publique. La télévision d'État. Il y a un ordre, il ne faut pas montrer de gros plans du président de la République. Donc c'est pour ça qu'on m'avait fait revenir à Paris, pour que je monte le reportage en évitant... Bon, j'ai quand même essayé de faire en sorte qu'on voit bien que sa physionomie avait beaucoup été modifiée, avait beaucoup changé, mais j'ai tout de suite compris que c'était extrêmement grave. Et ça m'a beaucoup impressionné. Je me suis demandé
depuis combien de temps il était malade. Je le connaissais un petit peu. Ensuite, quand il est des dizaines d'années après sa mort, j'ai été très ami de son fils unique, qui était médecin lorsque Pompidou est décédé et qui faisait partie des 3 médecins qui l'ont soigné. Et puis, au moment où je démarrais le livre, j'ai eu la chance, il faut du hasard dans la vie. Je connaissais la famille du plus grand médecin de l'époque, qui s'appelait le professeur Jean Bernard, qui était un homme d'une renommée internationale, qui était le plus grand hématologue on se souvient du de son monde. nom, bien sûr. Voilà, le plus grand spécialiste au monde de la maladie du sang, des maladies du sang, qui soignait Pompidou et en même temps le Shah d'Iran qui était malade, qui avait la même maladie. Et ce professeur tenait un journal qu'il avait autorisé sa famille à faire sortir, non pas en librairie, mais à pouvoir l'utiliser au moins des dizaines d'années après sa mort. Et il est mort en 2006, nous sommes en 2026, donc la famille m'a autorisé à utiliser ce journal qui, quand je l'ai lu, était absolument bouleversant. Parce que d'abord, on apprend ce que franchement personne ne savait. Les historiens qui ont fait des biographies de Pompidou, etc., ne le savaient pas. Que sa maladie, c'est-à-dire une leucémie qui pouvait le faire mourir absolument à tout moment, avait été diagnostiquée 8 mois avant son élection, qu'il savait à ce moment-là, disons, 80% de la vérité. C'est-à-dire que quand il est candidat à la succession du général de Gaulle, donc c'est au printemps 1969, quand de Gaulle a perdu le référendum et donc a démissionné, Pompidou sait qu'il a une maladie du sang, il a des troubles sanguins, il a des hémorragies, il est question qu'on le transfuse, il a un traitement à haute dose de cortisone qui est extrêmement puissant et extrêmement difficile à supporter pour le commun des mortels, mais alors pour un président de la République encore plus. Malgré ça, il décide de se présenter. Alors il ne connaît pas la durée de vie. Mais potentiellement... La durée de vie, c'est le professeur écrit dans ce journal à ce moment-là de 1 à 10 ans. Et il mourra au bout de 5 ans. Donc Pompidou ne sait pas qu'il peut mourir avant la fin de son mandat, mais en tout cas sait qu'il est gravement atteint. Il est épuisé, il a des crises qui sont assez fréquentes. Et j'ai voulu évoquer ça dans le détail parce que c'est un problème médical, bien entendu, mais c'est un problème philosophique, politique, moral, éthique. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a dans la tête d'un homme d'État qui était que j'ai bien connu, qui était on aime ou on n'aime pas, pour ceux qui s'en souviennent, on aime ou on n'aime pas le président Pompidou, mais c'était un vrai homme d'État très impressionnant intellectuellement, bien sûr, qui a marqué son temps d'une certaine manière, mais il n'a pas eu le temps d'aller au bout de ce qu'il voulait, parce que à ce moment-là, c'était un septennat, et là, il est mort au bout de 5 ans. Et il est en permanence, dès le moment où il se demande s'il va rester candidat, puis tout au long de son mandat, il est tiraillé en permanence par et le professeur dont je parlais, qui lui exerce une forme de magistrature morale aussi, qui est un très grand médecin, mais en même temps un très grand intellectuel, membre de l'Académie française, etc. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Qui doit l'informer dans le détail? Comment peut-on réagir quand on est président de la République ou qu'on va le devenir, quand on sait qu'on peut, à la limite, ce qui sera au bout d'à peu près 6 à 8 mois, qu'on peut mourir à tout moment? Voilà. Est-ce qu'on donne une priorité à la magistrature suprême ou à l'engagement politique? Voilà, c'est une question. Moi, je donne les faits, que ce soit sur De Gaulle, Pompidou, Mitterrand ou, moins grave, Chirac. Après, les lecteurs se font leur avis. Je me permets, Patrice, parce que donc là, on a parlé de Georges Pompidou. C'est vrai que c'est une part importante de votre livre, mais vous évoquez 3 autres présidents de la République. La force de votre livre, c'est qu'il y a aussi votre regard personnel. Là, on l'a bien compris, notamment sur Georges Pompidou, vous aviez un matériau qui vous touchait de près, puisqu'il y avait ce déplacement auquel vous étiez associé. Et puis après, il y a eu aussi toutes les confidences qu'on a pu vous faire. Et puis, vous posez également une question qui nous touche de près aujourd'hui. C'est dans notre époque
contemporaine, surmédiatisée avec les réseaux sociaux, etc., serait-on encore en mesure de cacher ce genre de secret d'État, à savoir la santé de nos chefs d'État? Ça aussi, c'est une question qui est importante. On se souvient de la maladie de François Mitterrand qui a pu être relativement occultée, Jacques Chirac, où là, effectivement, il y a eu des fuites. Aujourd'hui, où en serait-on? Il y a vraiment plusieurs grilles de lecture dans votre livre. Bon, il y a deux lectures. Il y a une lecture, et notamment sur Pompidou et Mitterrand. Parce que s'agissant du général de Gaulle, c'est différent par rapport... On en parlera un petit peu du général de Gaulle. Juste un mot par rapport aux trois autres. Lui n'a jamais su qu'il avait un anévrisme de l'aorte qui pouvait le faire mourir absolument à tout moment. Ce dont il est mort d'un seul coup en novembre 70. Et ça avait été diagnostiqué 15 ans avant, c'est-à-dire en 1955. Mais les médecins ne lui ont pas dit. Et il ne s'en doutait pas. Et vraiment, c'était totalement secret. Sa famille ne le savait pas. Il y avait 2 médecins qui le savaient, point final. Mais vraiment, sa femme ne le savait pas, etc. Il y a 2 lectures. Donc il y a une lecture qui est « Ces hommes ont été d'un courage incroyable. Ils ont souffert le martyre ». Moi, j'ai vu des scènes, que ce soit Pompidou ou Mitterrand, où ils étaient... Et ils le disaient, alors... Ça, je ne l'ai pas entendu, mais... ça a été écrit, ça m'a été rapporté, etc. Je l'ai vécu 2 fois en réalité. Une fois pour Pompidou, une fois pour Mitterrand, où ils souffraient tellement qu'eux-mêmes disaient « je souffre trop, je ne peux pas prendre cette décision, je ne peux pas répondre à ce problème ». Et puis à côté, il y a des moments où ils ont la lucidité nécessaire. Pompidou a fait des choses très importantes. On est dans une crise pétrolière aujourd'hui. C'est lui, quand il y a eu la première crise pétrolière en 1973, qui a décidé de lancer et de développer le programme nucléaire civil. C'est lui qui a engagé ça. Et heureusement que ça a été engagé à ce moment-là. Donc il y a des moments de grande lucidité. Il y a des moments où ils sont incapables d'exercer leurs fonctions. Et notamment, dans les 2 dernières années, c'est pour ça que j'écris, où je donne mon point de vue personnel, pour avoir vécu ça en direct, où je dis, d'abord, il y a une anomalie démocratique, parce que rien n'est prévu dans la Constitution. C'est comme aux États-Unis. Vous avez vu la fin de... Je ne parle pas de l'état de santé ou de la santé morale de Trump, ça c'est un autre sujet. Mais Biden n'était plus en mesure, la dernière année, d'être président, et était encore moins en mesure d'être candidat quand il a voulu absolument se présenter. Et il s'est peut-être retiré trop tard, parce que c'est pas la petite histoire, c'est l'histoire avec un grand H. Je ne sais pas si les Français s'en souviennent, mais les médias américains sont unanimes là-dessus. La personne qui a convaincu Biden, qui lui a dit « Écoutez, là, vraiment, ça, c'est pas possible, vous allez vous faire complètement écrabouiller, vous n'êtes plus en mesure de faire campagne, etc. Vous laissez le champ libre totalement à Trump », c'est ni son conseiller, ni sa femme, ni sa famille, c'est George Clooney. Parce que c'est un militant démocrate qui connaît très bien Biden, et qui lui a expliqué les choses et qui lui a dit « Voilà, vous ne pouvez pas continuer ». Et Biden a été impressionné par le fait que c'était George Clooney qui lui disait ça. Ce qui est pas totalement normal quand même. Donc il y a ces 2 lectures. Moi, ce que je pense et ce que j'écris en conclusion, où je donne mon avis par rapport à ce que j'ai vécu et de ce que je sais, c'est que dans les 2 dernières années, Pompidou et Mitterrand n'avaient ni la force de présider, donc ils ne pouvaient plus exercer leurs fonctions à 100%, ni le courage de démissionner. Il faut un courage vraiment considérable pour aller à la télévision et dire aux Français « Écoutez, vous n'avez pas été informés, je suis malade depuis des années, là j'ai atteint un niveau dans la gravité de la maladie qui fait que je ne peux plus exercer mes fonctions normalement, et donc je démissionne ». C'est un courage absolument incroyable. Ils ne l'ont pas eu. Bon, voilà. De Gaulle, c'est autre chose. C'est toujours autre chose, De Gaulle. Une question, Patrice Duhamel. Le fait, par exemple, lorsque l'on vous dit, pour les images de Pompidou, de ne pas le montrer en gros plan, pour François Mitterrand, lorsque l'on occulte cette question de la maladie, peut-on appeler ça de la censure ou respect de la vie privée? Alors, dans cette question-là et la question précédente, vous avez totalement raison. Il y a les réseaux sociaux et les chaînes d'information qui ont complètement bouleversé le paysage médiatique, mais aussi le paysage politique. On voit bien que les présidents s'expriment quasiment maintenant tous les jours ou plusieurs fois par semaine, alors qu'avant,
Quand c'était les prédécesseurs, il s'exprimait beaucoup plus rarement. Il faisait des allocutions de temps en temps à la télévision, mais c'était tout. Tandis que là, maintenant, dès qu'ils sont quelque part, ils ont un micro et ils sont un peu tenus de s'expliquer. Mais la période n'était pas la même. La période a complètement changé. Moi, je ne suis pas du tout un héros, un Jean Moulin de l'information. Ce serait absurde de dire ça. Il y avait un climat général des médias, même dans la presse d'opposition, qui faisait que la vie privée des grandes personnalités, on n'en parlait pas. Moi, j'ai su, comme beaucoup de gens, si on parle d'autre chose que de la santé, que François Mitterrand avait une fille d'une autre liaison adultérine. Mais il n'était même pas question d'en parler. Ça a été su quand elle a eu 10 ans, 12 ans, etc. Mais voilà, c'était une sorte de modus vivendi avec la presse. Oui, c'est pas de l'autocensure, c'est qu'il y avait un certain nombre de choses qui devaient rester privées. Ce qui aujourd'hui ne serait plus possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de vie privée, ni chez les politiques, ni chez les artistes, ni chez les journalistes. Moi, je suis dans une famille où dès qu'on met le nez quelque part, il y a des photos, ma femme, mon fils, mon frère, etc. C'est absolument infernal. Ça n'a rien à côté des hommes politiques, mais quand même, c'est comme ça. On est en permanence sous les yeux de la société française à travers les médias, les réseaux sociaux, etc. Ça, pour répondre très précisément à votre question, un président malade aujourd'hui, si ça se voit physiquement, ce qui était le cas de Pompidou et de Mitterrand, ils ne pourraient pas continuer à exercer leurs fonctions. Les chaînes d'information seraient en permanence avec autant de médecins sur le studio qu'il y a de généraux aujourd'hui pour parler de la guerre et qui diraient bon ben voilà ce qu'a le président Pompidou. On savait qu'il était soigné, qu'il avait un traitement à la cortisone qui faisait qu'il grossissait en permanence. Et qui le malheureux, il avait des malaises en public. Ça a été le cas aussi de François Mitterrand. Donc, quand ça se voit trop, je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait pas possible. Après, il y a beaucoup de maladies qui sont qu'on ne voit pas physiquement, où il n'y a pas d'effet physique. On peut trouver qu'ils sont fatigués, mais ça s'arrête là. Mais le paysage a complètement changé. Donc, je pense quand même que ces exemples-là, au jour d'aujourd'hui, il ne pourrait pas rester en fonction. Je reviens sur Georges Pompidou, Patrice Duhamel, parce que vous évoquez le journaliste que vous êtes et ce que vous avez vécu à l'époque de Pompidou. Je repense à cette nuit d'avril 1974, lorsque le président Pompidou meurt et que la radio et la télévision arrêtent leur programme pour annoncer ça. Il y a une sorte de sidération de la population, de la société française, comme si on avait été dans une sorte de naïveté, parce que finalement, il y avait quand même quelques signes qui montraient que ce président était malade. Est-ce que finalement la société française n'avait pas envie de se confronter à la réalité de la situation? Oui, il ne savait pas. Où il y a vraiment une omerta complète? Dans les tout derniers mois, il y avait des rumeurs assez insistantes sur le fait que le président était affaibli. Il annulait des conseils des ministres. Il y avait des malaises. Il repoussait des déplacements. Il y a eu un ou deux malaises publics, mais publics moins que François Mitterrand, qui en a eu plusieurs devant les caméras de télévision. Donc, il y a une surprise générale, y compris dans son proche entourage, à cause de la rapidité avec laquelle, ce que lui, il a essayé de tenir pour répondre aux questions philosophiques qu'on posait tout à l'heure. Il s'est dit, je vais essayer de tenir jusqu'au bout de mon mandat, qui était 76. Il voulait absolument, comme François Mitterrand, qui aurait raisonnablement dû quitter ses fonctions en 93, notamment il a perdu les élections législatives massivement. Il s'est retrouvé en cohabitation pour la seconde fois. Raisonnablement, il aurait dû quitter ses fonctions à ce moment-là. Mais il avait depuis longtemps un combat singulier contre le général de Gaulle. Et de Gaulle avait eu son second mandat abrégé par l'échec au référendum et par donc sa démission. Et Mitterrand, lui, voulait aller au bout, absolument aller au bout. Et bien entendu, je ne veux pas faire de la philosophie de café du commerce, mais le pouvoir fait durer aussi. Il y a un côté aphrodisiaque de l'exercice du pouvoir, surtout quand on est à la présidence de la République. Et c'est sûr que quand son cancer, avec des métastases, ça qui était très grave, est diagnostiqué 6 mois après son élection, le grand médecin, qui est un très très grand médecin de l'époque, qui s'appelle le professeur Steg, qui va l'opérer pour ces 2 opérations du cancer, lui dit, vous en avez, diagnostic de vie, on est en 81, entre 3 mois et 2 ans.
Mitterrand, il écrit ça, c'est comme ça qu'on l'a su. Il écrit ça à Anne Pinjot, sa compagne. Donc c'est dans le fameux livre qui est superbe d'ailleurs d'échange de courrier, de la correspondance entre Mitterrand et Anne Pinjot qui a été publiée il y a une dizaine d'années chez Gallimard. Et Anne Pinjot lui dit, vous m'apprenez aujourd'hui, votre cancer, métastase, et durée de vie 3 mois à 2 ans. Et Mitterrand lui répond, etc. Et il a tenu 14 ans. Donc c'est ça où le problème est aussi compliqué à gérer. Mais à la fin des fins, quand vous sentez, parce que personne ne vous le dit autour de vous, sauf en s'agissant de Pompidou, le professeur Jean Bernard. Mais Mitterrand avait donné l'ordre qu'il y ait des bulletins de santé qui étaient totalement mensongers. Oui. Donc personne ne vous dit vous devriez réfléchir mais c'est ce que j'explique dans le livre, je le répète, c'est une forme d'anomalie démocratique. Mais si vous ajoutez les 50 secrets d'État sous Pompidou, les 13 ans de secret d'État sur Mitterrand jusqu'à la seconde opération, où on voit bien, là il est à 6 mois de la fin de son second mandat, on voit bien qu'il est complètement out, voilà. Plus les 2 ans de Chirac, où on a quand même pas dit publiquement que le petit AVC, d'ailleurs, on n'a même pas dit AVC, on a dit il a un accident vasculaire, on n'a même pas dit cérébral. Après, il y a une période où il n'avait plus le droit de prendre l'avion, etc. Donc, il n'était pas lui non plus à 100% de ses capacités présidentielles. Voilà, à ce moment-là, la Constitution prévoit que s'il y a un risque d'empêchement du président, donc dans ce cas de figure, il faut que le gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, aille voir, c'est l'article 7 de la Constitution, aille voir le Conseil constitutionnel et leur dise le président de la République n'est plus en état de présider. Bon, Mitterrand, c'était Balladur qui était Premier ministre de cohabitation, c'était impossible. Pompidou, c'était un vieux grognard gaulliste qui s'appelait Pierre Messmer. Oui. Ne pouvait pas non plus faire ça. Donc c'est comme aux États-Unis, il n'y a pas de solution. La seule solution, c'est la responsabilité individuelle du président qui se dit, bon, là, j'ai été très malade, j'ai souffert, j'ai tenu, mais maintenant, je ne peux plus parce qu'il y a des décisions que je ne suis plus en mesure de prendre et donc je m'en vais. Je reviens... Et je dois préparer ma succession. Mais il n'y a pas un homme politique qui accepte de préparer sa succession. C'est insupportable pour un homme politique. Et encore moins pour un président de la République. Je reviens sur Georges Pompidou, puisqu'il est le seul, finalement, que la maladie ait emporté avant la fin de son mandat. Avez-vous l'impression que cette mort prématurée en cours de mandat a changé l'image que l'histoire a pu donner de Georges Pompidou? Est-ce que, en mourant, et puisque l'on sait ensuite, a posteriori, qu'il a souffert, est-ce que ça a pu créer une sorte de légende pompidolienne qui a transformé la vision qu'on a de ce président et de son action? C'est à chaque Française et à chaque Français de se faire son idée, sachant ça. Ce que je révèle dans le livre, c'est vraiment... les gens savaient qu'il avait beaucoup souffert dans les mois qui avaient précédé sa mort. Mais tout ce que je révèle grâce au journal de Jean Bernard, c'est quelque chose de nouveau. Le livre, il est sorti mardi dernier, ça fait 4 jours. Bon, j'ai fait les télés, des radios, et ça va continuer depuis. Mais bon, ça va s'infuser. Et encore une fois, je rencontre des lectrices et des lecteurs, ou la maison d'édition reçoit des mails depuis que le livre est sorti, etc. Il y a eu des bonnes feuilles dans le Point, la couverture la semaine dernière. Il y a la double lecture dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui me disent quel homme formidable, mais moi je le trouvais très impressionnant et vraiment une culture incroyable. C'était un homme très littéraire. C'est un homme d'État, ça on peut pas dire le contraire. Quel courage il a eu de tenir. Et puis il y en a d'autres qui écrivent et qui me disent quand je suis ici ou ailleurs, il aurait peut-être quand même pu réfléchir à préparer sa succession et à un moment où il ne pouvait plus. Son secrétaire général de l'époque, qui était aussi Édouard Balladur, qui a vécu ces deux périodes, ce qui est tout à fait extraordinaire d'ailleurs, a fait un très beau livre sur les dernières semaines de Pompidou. Il y a des moments où Pompidou nous disait écoutez, cette décision-là, là on a ce problème, cette décision-là, c'est à vous de la prendre. Alors qu'il était secrétaire général, il n'avait pas été élu, etc. Moi, je souffre trop. Je souffre trop pour prendre une décision. Je souffre trop. Donc, prenez-la à ma place.
Ça a été écrit il y a une dizaine d'années. Voilà. Donc c'est ça le problème philosophique. L'exception de Gaulle, mais qui est tout à fait à la fois shakespearienne, comme tout ce qui concerne de Gaulle, et un peu au-dessus de tout. C'est-à-dire il avait des problèmes ophtalmologiques. Et donc il s'est fait opérer 2 fois de la cataracte. Et la seconde fois, au moment où, après l'opération ou pendant l'opération, il a un malaise cardiaque grave. Donc on fait appel à un grand médecin que De Gaulle ne connaît pas. C'est pendant l'été 55. Donc il y a son médecin personnel n'est pas là. Et ce professeur va s'occuper de Gaulle, règle le problème du malaise ponctuel et en profite pour l'examiner. Et là, il diagnostique l'anévrisme de l'aorte, dont le père du général de Gaulle est mort, dont l'un de ses frères va mourir et dont De Gaulle lui-même va mourir brutalement, comme ça, le 9 novembre 70. Et le médecin personnel du général revient, il était très très proche de Gaulle. C'est un médecin qui s'appelait Lischwitz, qui avait rejoint De Gaulle à Londres en 40, et qui ensuite a été un très grand résistant, compagnon de la Libération, etc. Et à Londres, il passait des heures entières à discuter de la vie, de la mort, etc. Et le grand spécialiste qui diagnostique cette maladie mortelle et qui ne peut pas être soignée, dit au médecin de famille, écoutez, moi, c'est la première fois que j'analyse De Gaulle, vous le connaissez depuis 40, ça fait 15 ans, c'est à vous de prendre la décision, de savoir si vous lui en parlez ou pas. Et le médecin personnel de Gaulle dit, je ne lui dirai pas, parce que je connais son sens de l'État. Si je lui dis qu'il a cette maladie, et je ne peux que lui dire la vérité compte tenu de nos liens de confiance, si je lui dis, je répète, compte tenu de son sens de l'État et de son sens historique de l'État, il ira s'enfermer à Colombey avec sa famille et il n'en sortira plus jamais. Donc il n'y aurait pas eu le retour 58, etc., etc. Donc lui, par rapport aux 3 autres, c'est différent. Il n'a jamais eu à se poser la question. Il y a son médecin qui a répondu pour lui. Et la grande histoire a fait son œuvre. Tout cela, vous le racontez dans ce livre qui est vraiment passionnant. Avant de vous laisser, Patrice Duhamel, une dernière question. Vous qui êtes journaliste et qui êtes aussi un observateur de l'évolution de ce métier. On dit beaucoup de choses aujourd'hui sur les journalistes, sur le métier de journalisme. Ça vous inspire quoi, cette évolution? Comment voyez-vous le métier de journaliste aujourd'hui, sachant, et on est bien d'accord, qu'il y a 1001 façons de faire du journalisme, mais pour un jeune qui vient vous voir en vous disant « je veux être journaliste », que lui répondez-vous? Je réponds que s'il a envie, il faut qu'il le fasse. Je réponds que c'est un métier formidable, que les difficultés sont beaucoup plus lourdes qu'avant, quand j'ai commencé moi à l'être, qu'il y a un tel foisonnement, une telle rapidité qui empêche souvent les journalistes de prendre le recul et d'avoir le temps d'aller vérifier telle ou telle information. Il y a tellement de fake news sur les réseaux sociaux qu'il faut être prêt à travailler 15 heures par jour si on veut avancer dans ce métier. Ma femme et moi, qui va venir tout à l'heure, on vient toujours nous voir en nous disant « vous avez un fils formidable, etc. » Très bien, qui est maintenant un journaliste très connu, Benjamin, qui a été à BFM et qui est maintenant sur France Inter tous les matins. Il bosse sérieusement beaucoup plus que moi je ne bossais à ce moment-là. C'est un bosseur absolument incroyable. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, c'est un métier qui n'est plus protégé. C'est-à-dire il y avait des règles du jeu avant, ces règles du jeu n'existent plus. Il y a des réseaux sociaux qui mettent en cause tout ce que les journalistes peuvent dire, qui disent la vérité ou qu'ils s'engagent de manière éditoriale, un peu idéologique, dans un camp ou dans un autre. Voilà, donc c'est un métier qui est beaucoup plus difficile à exercer qu'auparavant. Et la conséquence de ça, comme personne n'est parfait, c'est que le métier de journaliste est quasiment aussi critiqué et décrié que les hommes politiques, ce qui n'est pas peu dire. Donc voilà, c'est difficile, mais si un jeune vient me voir en me disant « j'ai envie d'être journaliste », je l'encouragerai quand même.
Votre actualité, Patrice Duhamel, c'est aussi un livre qui permet de revivre une grande partie de la Ve République à travers ces présidents que vous nous racontez et leurs maladies. Ça s'appelle Le Crépuscule des dieux. C'est aux éditions de l'Observatoire. Et bien sûr, vous êtes tous et toutes invités à poursuivre l'échange et à faire dédicacer cet ouvrage sur le stand. Merci beaucoup, Patrice Duhamel, et merci à vous de votre présence. Merci.